Il y a 125 ans, une vision audacieuse de la coopération a donné naissance au mouvement Desjardins. Depuis, il s'en est passé des choses et on est toujours aussi motivé par notre mission. En tant que groupe financier coopératif contribuant au développement des communautés, nous accompagnons nos membres et clients dans leur autonomie financière. Pour devenir aussi grand tout en restant aussi présent, ça prend des gens engagés comme moi. Moi. Et moi. Comme moi aussi. Comme les 7,8 millions de membres, clients et clientes, employés et membres des conseils d'administration qui forment, ensemble, le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord et le 6e au monde. Avec des actifs qui continuent de croître. En plus d'être un employeur dont les valeurs donnent du sens à notre travail. En 125 ans, on en a relevé des défis. Et on est déterminé à relever les nouveaux. On a l'expérience et l'expertise pour aider les gens à atteindre leur autonomie financière et plus encore. Pour qu'on puisse acheter notre première maison. Pour faciliter mon arrivée. Pour qu'il développe son indépendance. Pour pouvoir les gâter. Pour réaliser l'expansion de mon entreprise. On vise loin. On est aussi local qu'international. Notre expertise s'exporte. On la met au service des membres, clients, clientes et entreprises d'ici et d'ailleurs. Sans oublier notre rôle de chef de file en finance inclusive à l'international et notre leadership socio-économique qui nous amène sur le terrain, directement impliqués dans la communauté. On investit aussi dans la jeunesse, parce qu'on croit en l'avenir et dans un monde plus durable et plus équitable. Le mouvement est en marche. On est 7,8 millions de personnes. Qui avancent ensemble vers l'avenir. L'ambition a un nom. Desjardins. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue au colloque Femmes élues que vous propose le Comité Femmes et politique municipale de la Fédération québécoise des municipalités. Sous le thème Passons à l'action, l'objectif de ce colloque en 2 parties, maintenant et mercredi prochain, c'est bien sûr de nourrir la réflexion des femmes prêtes à se lancer ou à renouveler leur mandat comme élu municipal. Alors, je suis Françoise Guénette et j'aurai le plaisir de vous présenter tour à tour des femmes, des personnes en fait formidables, passionnées de démocratie municipale. J'aimerais tout d'abord, cependant, remercier de précieux partenaires, le gouvernement du Québec par le biais du secrétariat à la condition féminine, ainsi que le mouvement Desjardins. Et tout de suite, je vous invite à accueillir Madame Marilyn Nadeau, présidente du comité Femmes et politique municipale, mairesse de Saint-Jean-Baptiste et préfète de la MRC de la vallée du Richelieu. Madame Nadeau, c'est à vous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous qui êtes si nombreux et nombreuses à notre heure de dîner. En fait, nous aurions aimé, c'est sûr, d'être en présentiel, mais compte tenu de la période électorale, nous courons tous après le temps. Donc, oui, effectivement, les élections municipales arrivent à grands pas et on espère que cette rencontre web va vous inspirer pour vous engager, en fait, en politique municipale pour le bien de nos communautés. Je crois vraiment profondément qu'on peut faire de la politique autrement et surtout dans le plaisir. Donc, je parle d'une politique qui nous ressemble, qui est authentique, bien ancrée dans nos valeurs, en fait, autant pour la famille, les aînés. L'humain est au centre de nos décisions et nos préoccupations. Donc, allons-y avec un mouvement d'action, mesdames. N'ayons pas peur de s'afficher comme leader, un leader fort et positif qui nous ressemble. Donc, soyons fiers et on peut, à notre échelle municipale, améliorer le cours des choses et pour le bien commun et le meilleur des mondes. Donc, bien contente et heureuse de passer cette heure-là avec vous. Merci. Merci beaucoup, Madame Nadeau. Merci. Et maintenant, accueillons avec plaisir Madame Suzanne Roy, ministre de la Famille, députée de Verchères et ministre responsable de la Montérégie. Bonjour, Madame Roy.
Bonjour, Madame Guénette. Quel plaisir de vous revoir. C'est toujours Ben un oui. plaisir de vous voir aussi professionnel. On est en bonne main. Alors, Marilyn, quel plaisir. Quelle bonne idée, cette organisation d'un colloque pour justement inciter les femmes à se porter candidates aux élections municipales. Alors, j'ai toujours eu plaisir à travailler avec votre présidente comme élue municipale. J'ai passé une grande partie de ma vie comme élue municipale et Marilyn, votre présidente, en a fait partie. Alors, à mon plus grand plaisir. Alors, c'est une belle initiative qui doit se poursuivre. On doit encourager les femmes à se présenter en politique. On est 50% de la population et on doit effectivement être présente dans toutes les strates pour prendre les décisions, pour changer les choses, pour faire une société qui nous rassemble, qui nous ressemble. Et on a beaucoup entendu parler dans les derniers mois des difficultés pour les élus, comment ça pouvait être dur. Mais j'ai envie de vous dire aujourd'hui que c'est en même temps captivant, c'est passionnant et s'il y a un endroit où on peut faire la différence, c'est bien au niveau du monde municipal, à proximité des gens. Alors, il y a des petits trucs aussi qui se développent pour que ça soit moins difficile. Plus on sera nombreuses aussi, plus on réseautera ensemble, plus on pourra se soutenir aussi pour apporter des changements, pour prendre notre place véritablement, parce que quand on va en politique, il ne faut pas se transformer. On ne devient pas quelqu'un d'autre. Il faut rester soi-même, pouvoir apporter sa vision et pouvoir le faire. Alors, de voir qu'il y a autant de participantes aujourd'hui à ce colloque, c'est extrêmement porteur pour l'avenir. Je dirais, moi, je me suis présentée il y a très longtemps, il y a 29 ans, comme conseillère municipale indépendante. Je n'allais pas là pour en faire une carrière. Aujourd'hui, 29 ans plus tard, je suis encore élue. Et je peux vous dire que malgré les difficultés, les hauts, les bas, comme dans n'importe quel emploi, travail, vocation, euh, avec le recul, je referais le même cheminement. Je pense qu'on peut apporter notre contribution et j'espère, mesdames, que vous aurez le goût de cet engagement qui va aussi vous apporter beaucoup de bonheur. Vous allez voir vos réalisations, votre vision se concrétiser. Puis c'est la meilleure façon d'aider les gens qui nous entourent, d'aider notre population, de faire de notre municipalité ce qu'on veut qu'elle soit. Alors, je vous invite toutes à être, en plus de vous présenter, de devenir contagieuse. C'est rare qu'on dise ça, surtout après une pandémie. Alors, j'invite à être contagieuse pour inviter les femmes à rester ce qu'elles sont, à se présenter en politique municipale et peut-être à changer le visage de la politique parce qu'il y aura plus de femmes. Alors, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite un merveilleux colloque et surtout des belles élections. Qu'on gagne ou que l'on perde, on gagne toujours plus à oser s'être présenté. Merci beaucoup, Madame Roy, pour ces paroles de sagesse, ma foi, d'expérience. Alors, merci beaucoup. Merci à vous. Et on va recevoir maintenant Madame Catherine Ferrembach. Madame Ferrembach est sous-ministre associée à la condition, au secrétariat à la condition féminine. Madame Ferrembach, s'il vous plaît. Bon, ben écoutez, bonjour à tous et toutes. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Puis effectivement, c'est un grand plaisir de voir l'intérêt qu'il y a aujourd'hui pour cet événement. Événement qui est important hein, parce qu'on sait que les femmes peuvent faire très bien de la politique. On sait aussi que les femmes en politique municipale, puis dans toutes les sphères où elles peuvent se présenter, il n'y a pas de discrimination à l'urne. Alors, je tiens à le dire tout de suite, c'est la bonne nouvelle. Mais l'important, c'est qu'il y ait des femmes qui se présentent pour qu'on puisse avoir effectivement une équité dans la représentation politique. Puis j'ajouterais qu'elles se présentent et qu'elles restent en politique. Alors ça fait partie aussi du souhait du secrétariat à la condition féminine. Rapidement, le secrétariat à la condition féminine, je pense d'entrée de jeu, vous pouvez le considérer comme un allié des femmes en politique. On a une structure gouvernementale qui voit à travailler avec multiples partenaires, dont la FQM naturellement, mais aussi au niveau des ministères et organismes du gouvernement du Québec, pour qu'on puisse agir pour qu'il y ait l'égalité entre les femmes et les hommes. Égalité naturellement qui concerne les femmes, mais aussi les hommes, parce que tout le monde gagne quand il y a une équité. En politique municipale, on a franchi de grandes étapes.
Il nous en reste encore quelques-unes à franchir. Je voyais nos chiffres là. On est passé on a à peu près 38,5% de conseillères en politique municipale, ce qui est quand même un bon chiffre, mais il faudrait atteindre le 40% idéalement. Et on a 23,6% de mairesses. Alors, il y a encore du chemin à faire de ce côté-là, mais les prochaines élections, peut-être, avec ce que vous allez écouter aujourd'hui, vous permettront là, de vous présenter. Et comme le disait Madame Roy, quelle que soit l'issue des élections, l'importance, je pense, c'est toute l'expérience qu'on peut gagner à travers ça. Alors, je vous souhaite une très belle rencontre. Vraiment, j'ai vu le scénario de la rencontre et c'est fort intéressant. Alors, je vous souhaite une belle rencontre et je laisse à la suite Madame Guénette. Et effectivement, vous êtes entre très bonnes mains avec Madame Guénette. Mon Dieu, merci beaucoup, Madame Ferenbach. Au plaisir de vous revoir. Alors voilà, merci beaucoup à vous trois, Madame Nadeau, Madame Roy et Madame Ferenbach. Je vous invite à rester avec nous pendant la prochaine heure si votre horaire vous le permet. Ce sera aussi instructif que stimulant. Et si j'emploie le mot instructif, c'est que nous allons disposer de nouvelles données pour discuter de politique municipale. Alors, quelle est la perception de la population envers les élus municipaux et municipales, bien sûr? Est-ce qu'on leur fait confiance? Mais en fait, est-ce qu'on sait exactement ce qu'elles sont, leurs responsabilités et qu'est-ce qui pourrait inciter les femmes précisément à se lancer en politique municipale? Alors, pour le savoir, la Fédération québécoise des municipalités a demandé à Léger Marketing d'enquêter. Alors, Monsieur Guillaume Gingras, bonjour Monsieur Gingras, est directeur de recherche, affaires publiques et communication, c'est Léger, où il travaille depuis 14 ans. Où il est aussi responsable de l'indicateur municipal. Alors, vous allez nous présenter, Monsieur Gingras, quelques données du sondage que vous avez réalisé il y a quelques mois déjà. La parole est à vous. On vous regarde et on vous écoute. Tout à fait. Bien, merci d'abord de nous recevoir. Merci à la FQM d'abord pour la confiance et puis pour organiser cette belle rencontre, là, ces discussions-là qui sont importantes. Donc, chez Léger, le palier municipal est une priorité depuis plus de 35 ans là, de notre président Jean-Marc Léger. Donc, c'est un plaisir là, d'être un allié des municipalités. Donc, comme mentionné, on s'est intéressé à la perception, à la confiance de la population québécoise envers les élus municipaux. La présentation d'aujourd'hui va avoir une perspective un peu plus féminine. Donc, voici sans plus tarder, passage obligé, la méthodologie, donc rigueur obligatoire là, dans notre métier, donc la précision est de mise. Donc, on a réalisé un sondage là, auprès de la population québécoise à l'exclusion des villes de 100 000 habitants et plus, donc Montréal, Québec, Laval, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke, Lévis, Saguenay, Trois-Rivières. Et pour avoir une perspective là, justement des plus petites villes, nos études démontrent là, qu'il y a une proximité supplémentaire dans les plus petites villes envers les élus municipaux. Donc, au total, c'est 1502 Québécoises et Québécois qui ont répondu au sondage là, à titre indicatif. Ça nous donne une marge d'erreur là, de 2,5 %. Et ça, 19 fois sur 20. Donc, les résultats qu'on vous présente ce matin sont très précis. On a collecté les données entre le 16 et le 26 janvier inclusivement. La première diapo que je vous présente, c'est l'évolution de la satisfaction là, à travers les différentes années, des différents paliers de gouvernement. Là, ça, c'est une donnée qu'on collige chez Léger. Donc, comme on peut voir là, la ligne verte, le palier municipal récolte une satisfaction là, qui est nettement plus élevée que les paliers provinciaux et fédéraux. Donc, ce qui illustre là, d'une proximité avec le palier municipal. Le paradoxe, c'est pourquoi on peut se demander pourquoi le palier municipal récolte moins de votes. Hein. Les taux de participation électorale sont moins élevés. Pourquoi il y a moins de gens qui s'y présentent alors que c'est le palier qui récolte là, la plus grande satisfaction? C'est ce qu'on va essayer de répondre là, dans la présentation d'aujourd'hui. Donc d'abord, on s'est intéressé à la connaissance du milieu municipal, la notoriété des élus. Force est de constater que tant chez les hommes que chez les femmes, plus du 3/4 de la population affirme connaître leur mère, leur mairesse. Donc, ceci est une bonne nouvelle. Puis, un peu moins là, de la moitié de la population chez les femmes et puis 50% chez les hommes affirment connaître le conseiller municipal. Les femmes sont aussi plus nombreuses là, à affirmer qu'elles connaissent mal le rôle des élus.
permettez-moi de nuancer ce résultat. Les hommes se disent toujours plus confiants quand il y a des questions de connaissances. Les femmes sont un peu plus prudentes, donc ceci peut expliquer cela, mais ça peut expliquer aussi une certaine distance perçue des femmes envers la politique municipale en tant que telle, donc une moins grande connaissance là, du rôle tant du maire, de la mairesse, que des conseillers municipaux. Donc, ce qui nous amène à dire que le métier gagnerait à être connu, gagnerait à être vulgarisé. Donc, ce que vous faites, vous le savez, mais la population n'est pas nécessairement au fait, donc il gagnerait à être impliqué. L'intérêt est moins marqué quant aux actions et décisions municipales chez les femmes. Est-ce que c'est surestimé chez les hommes? Est-ce que les hommes amplifient leur confiance dans la demeure? Peut-être, mais force est d'admettre que les femmes sont un peu plus réservées, là, donc à 64%, par rapport à leur intérêt déclaré envers la politique municipale. Quand on a demandé quels sont les enjeux prioritaires, les enjeux se ressemblent selon le genre, mais l'ordre diffère en fonction des perspectives. Donc, le top 3 demeure, mais le logement est l'élément le plus mentionné par les femmes, donc soit à 41% d'entre elles, versus seulement 28% chez les hommes qui le mentionnent. Notons aussi qu'en proportion supérieure, les femmes sont plus nombreuses à évoquer des sujets qui touchent la proximité citoyenne, le social, le communautaire, les enjeux de pauvreté, de santé mentale, d'itinérance et des événements, des activités communautaires là, présents dans la ville. Donc, on a des priorités qui peuvent différer selon le genre. Puis cette information-là est importante quand on va vouloir intéresser davantage là, les femmes à la politique municipale. Donc, comment intéresser les femmes à se présenter si elles ne croient pas que les élus sont respectés ou reconnus à leur juste valeur? Donc, quand on demande à la population, aux femmes, aux Québécoises, si les élus sont traités de manière respectueuse, un peu plus de la moitié nous disent que oui. C'est signe qu'il reste de l'amélioration à faire sur la perception du traitement et puis du rôle là, des femmes en politique municipale. Quand on demande si les conseillers municipaux, si les autres élus municipaux sont reconnus à leur juste valeur, un peu plus du tiers seulement des femmes nous répondent oui. Donc, on peut penser là, qu'on gagnerait à faire connaître les actions du rôle municipal et puis pour redorer le blason, si on veut, du métier. Opinion entre l'adéquation entre charge de travail et conditions de travail. Donc, les femmes sont plus nombreuses ici aussi à déclarer que le revenu, donc on a fait une mise en situation, là, donc municipalité de 5000 habitants, environ 30 heures de travail par semaine. Est-ce que le salaire de 30 000 annuel là, correspond à la charge du travail d'un élu? Donc, les femmes sont significativement plus nombreuses à nous répondre que non. Donc, le salaire là, peut faire partie là, des éléments qui pourraient permettre de redorer le blason là, de la politique municipale. Qualité recherchée chez un élu, ça c'est intéressant parce que là on voit le top 3 des qualités sont semblables selon le genre, mais encore une fois, les femmes sont plus nombreuses à nommer des qualités comme l'honnêteté et la transparence, la connaissance des enjeux locaux, c'est ce qui est signe d'une sensibilité qui touche la proximité, ce qui peut illustrer là, la perspective genrée qu'on a évoquée un peu plus tôt. Donc, les hommes sont plus axés sur des éléments de gestion, alors que les femmes sont plus axées sur des éléments qui touchent le tissu social, la vie de tous les jours, donc le quotidien. Et voilà. Intérêt maintenant à l'implication en politique municipale. Rapidement, donc, qu'est-ce qui encouragerait les Québécoises à s'impliquer davantage? Une meilleure compréhension du fonctionnement des institutions municipales. Donc, on l'a vu un peu plus tôt, que la connaissance du rôle des élus mais gagnerait à être mieux connue. Donc, ici, on le voit clairement. Là, donc, c'est à 55% des femmes nous mentionnent qu'une meilleure compréhension du fonctionnement des institutions municipales encouragerait leur implication en politique municipale.
un meilleur accès des informations sur les enjeux locaux. On l'a vu, les femmes sont plus sensibles sur les enjeux locaux, sur ce qui touche le tissu social, le logement, la pauvreté, l'itinérance. Donc, c'est des concepts qui mériteraient d'être mis de l'avant davantage pour intéresser davantage de femmes à la politique municipale. Notons aussi qu'une meilleure conciliation travail-famille est davantage nommée là, significativement, plus nombreuses sont les femmes à le mentionner. On a vu que l'intérêt pour la politique municipale était moins marqué chez les femmes, ce qui peut expliquer là, que 40% d'entre elles mentionnent qu'un meilleur accès à l'information sur des enjeux locaux les encouragerait à s'impliquer. Motivation à s'impliquer en politique municipale, maintenant, 46% des femmes seraient motivées par la possibilité d'apporter un changement concret dans leur communauté. Donc, encore là, c'est d'imbriquer, en fait, là, les enjeux communautaires avec ce qui est fait par nos élus, par nos mairesses au Québec dans les dernières années. Donc, désir d'une meilleure représentativité en politique municipale, les répondantes et répondants sont sans équivoque à cet égard. Aimeriez-vous voir plus de femmes s'impliquer en politique municipale? Alors, 77% des femmes nous répondent oui. Plus de 18 à 35 ans, 73% des femmes nous répondent oui. Et plus de minorités visibles, donc 58% des femmes nous répondent oui. Donc, il y a une soif, il y a une volonté pour plus de femmes en politique municipale, comment les intéresser en abordant des sujets qui touchent davantage la gente féminine. Priorité et enjeux spécifiques aux femmes. Donc, selon vous, quels sont les enjeux? Est-ce que les enjeux spécifiques des femmes sont suffisamment pris en compte là, par les élus dans votre municipalité? Alors, 38% des femmes nous disent que non, ce qui vient confirmer là, que parler davantage des enjeux qui touchent les femmes va aider au fait que les femmes comprennent mieux l'implication d'une mairesse et puis le rôle d'une mairesse et puis des enjeux là, qui en découlent. Donc, plus de représentativité en politique municipale, force est de constater là, que ça pourrait encourager les femmes à s'y présenter, donc une meilleure connaissance, une connaissance accrue. On l'a vu du monde municipal aiderait également une meilleure représentativité. Les répondantes soulignent là, principalement la meilleure compréhension des institutions, des enjeux locaux comme étant la clé de l'engagement. Ces éléments sont en continuité là, avec la motivation principale à s'impliquer qui est nommée par les citoyennes, soit d'apporter du changement concret dans sa communauté. Les potentielles candidates là, pourraient toutefois être repoussées par les enjeux du climat politique. Donc, c'est important de redorer le blason, de démontrer qu'il y a des choses positives qui se font en politique municipale, que la politique municipale concerne les femmes, que c'est une affaire de cœur. Les femmes sont plus nombreuses à dire qu'ils s'impliqueraient pour apporter des changements concrets dans la communauté. Donc, c'est d'illustrer ces changements-là qui peut-être peuvent être pris pour acquis quand on a, permettez-moi l'expression, le nez dans le guidon. Mais quand on prend un peu de recul, on constate que ces choses-là méritent d'être mises de l'avant davantage pour une plus grande représentativité qui est souhaitée. C'est ce qui conclut ma présentation. Merci beaucoup, Monsieur Gingras. Merci, c'était absolument passionnant. On va y revenir. Et j'ai envie de dire que si vous avez envie de réagir vous-même aux propos de nos 3 élus municipaux, faites-moi signe, ce sera possible. Parce que vraiment, on va s'inspirer du sondage pour poursuivre la discussion avec des élus. Alors justement, quelles leçons tirer de ce sondage? Comment s'en inspirer pour stimuler l'intérêt des femmes envers la politique municipale? Alors, je vais vous présenter 3 élus absolument formidables, vous le verrez, qui ont accepté de réfléchir à tout ça avec nous, d'en discuter pendant les 30 prochaines minutes. D'abord, Madame Annie Bouchard, conseillère à la ville de Baie-Saint-Paul. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Merci d'être là. Madame Julie Lemieux, mairesse de Très-Saint-Rédempteur. Bonjour, Madame Lemieux. Bonjour. Bonjour et bon anniversaire. C'est votre fête aujourd'hui. Ça va bien aller. Et enfin, Madame Marie-Hélène Demers, mairesse de Sainte-Madeleine. Bonjour, Madame Demers. Bonjour.
Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup. Alors, écoutez, dans un premier tour de table, on a envie de savoir un peu plus qui vous êtes, comment votre parcours personnel, l'une et l'autre, vous a amené à vous impliquer en politique municipale. Alors, j'ai envie de commencer avec vous, Madame Bouchard. Donc, bonjour à tout le monde. Annie Bouchard. Euh, D'abord, ma formation, j'étais à l'Université Laval, j'ai fait un baccalauréat en administration des affaires. Mon parcours professionnel ressemble à de l'implication toujours dans le communautaire euh, toute ma carrière. Actuellement, je suis directrice générale pour le Centre communautaire Pro-Santé à Baie-Saint-Paul. Nous avons 3 missions, celle de la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, celle du soutien à domicile pour les personnes âgées et maintenant, depuis près d'un an, pour l'itinérance. D'ailleurs, en juin dernier, j'ai eu l'honneur de recevoir la médaille du couronnement du roi Charles III pour la lutte contre l'insécurité alimentaire depuis plus de 20 ans. J'ai également une condition qui est un handicap visuel qui m'a amené, malgré mon travail à temps plein, j'ai décidé que je me lançais le défi de devenir une paracycliste et d'essayer de représenter mon pays, ce que j'ai réussi. Donc, j'ai fait plusieurs Coupes du monde en paracyclisme et je suis allée jusqu'en 2019 aux Jeux Parapan américains où j'ai pu monter sur la plus haute marche du podium, donc une médaille d'or, mais j'ai aussi eu 2 médailles d'argent lors de ces derniers Jeux. J'ai pris ma retraite suite au retour des Jeux. Voilà, fait que ça ressemble un peu à ça. Également, en tout cas, la municipalité a... Désolée. Oui, non, ça va, ça va. Mais Saint-Paul est passé par des temps durs pourtant les dernières années, là, avec les inondations. Vous avez vécu tout ça, vous? Oui, oui, tout à fait. Donc, à la ville de Baie-Saint-Paul, on a vécu tout ça. C'est très formateur, je dirais, mais j'ai eu les 2 chapeaux aussi, donc de directrice et de conseillère. Donc, mes journées étaient très, très, très longues. Et également, la ville de Baie-Saint-Paul a formé, dans le fond, un organisme à but non lucratif qui s'appelle les Habitations d'Allumaire pour créer des logements abordables et j'en suis la présidente. Voilà, ça fait un petit peu. Et pourquoi je me suis présentée, dans le fond, pourquoi mon parcours, tout ça, j'ai voulu apporter mon communautaire dans ma communauté. Donc, redonner au suivant, c'est vraiment là, ça rejoint tout à fait l'une des motivations, des premières motivations impliquées. Et les changements concrets, vous les avez vus là, hein, c'est la preuve de votre action depuis que vous êtes conseillère. Alors, écoutez, on va continuer le tour de table quand même. Julie Lemieux, donc, allez-y, mairesse de Très-Saint-Rédempteur. Bonjour, je Bonjour. me présente Julie Lemieux. Je suis en premier lieu ébéniste et charpentier-menuisière. J'ai arrivé à Très-Saint-Rédempteur en 2009. Déjà en partant, je me suis impliqué pour la protection du patrimoine, ce qui m'a amené vers la politique, parce que c'est ça qui m'a amené vers la politique, à sauver le patrimoine étant l'Église de Très-Saint-Rédempteur. Donc, j'ai devenu conseiller municipal en 2013 par cette volonté de protéger le patrimoine. Et la piqûre a fait en sorte que je me suis présenté aussi à la mairie en 2017 et réélu en 2021. Je suis aussi la première personne trans à avoir été élue dans l'histoire du Canada en 2013, première mairesse élue, mairesse élue de l'histoire de mon village, première mairesse trans élue dans l'histoire du Canada, 5e dans le monde. Ah oui. Après ça, je me suis impliqué dans différents comités aussi de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Je suis présidente du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges depuis 3 ans. 4 ans, présidente du comité de développement durable de Vaudreuil-Soulanges, présidente aussi et cofondatrice du groupe LGBT2+, Vaudreuil-Soulanges. Donc, vous êtes partout à Vaudreuil-Soulanges, si je comprends bien, sur tous les terrains, là. En plus, conseillère, pas conseillère, mais comment on dit, inspectrice bâtiment environnement dans la municipalité d'à côté pour donner un coup de main, parce que c'est une denrée rare aujourd'hui. Et j'ai un parcours un peu hétéroclite, pas atypique, comme on dit, pas atypique, je veux dire. Donc, toujours dans le domaine non traditionnel, hein, c'est construction, politique. Donc, je m'implique beaucoup et j'adore ça. Et vous allez continuer?
C'est ça. C'est en réflexion pour la mairie, mais on verra pour d'autres choses. Mais en tout cas, il n'y a pas d'annonce aujourd'hui, ça c'est sûr. D'accord. Mais tout ça pour dire que euh, toute la volonté de servir m'a vraiment passionné Motivé, et motivé. profondément. Et c'est de là pourquoi que aujourd'hui je suis mairesse et que j'adore servir. Ah, voilà, parfait. On aime entendre ça. Alors, Marie-Hélène Demers, donc toute jeune mairesse de Sainte-Madeleine. Je vous en prie. Santé, Marie-Hélène Demers, je suis mairesse de Sainte-Madeleine en Montérégie, là où il y a le camping sur le bord de l'autoroute pour vous situer. Je suis mairesse, dans le fond, j'ai débuté mon mandat de mairesse à 33 ans, donc malgré que je trouve ça quand même âgé, je suis la plus jeune mairesse et maire de la MRC des Mascoutins. J'ai étudié en droit des affaires, j'ai pratiqué pendant longtemps pour me retrouver finalement un changement de carrière comme directrice générale d'un organisme à but non lucratif, Grand Frère, Grande Sœur de la Montérégie. Je suis maman de 3 jeunes enfants en bas de 12 ans. Puis, en fait, pourquoi que je me suis en allée en politique? Ben, moi, je viens d'un papa très syndicaliste, donc je m'amuse à dire que je suis née avec une pancarte de syndicat entre les mains. On fera pas de débat sur les syndicats aujourd'hui, mais la politique chez nous, c'était vraiment quelque chose d'important. Puis, comme les autres parlaient, ben, dans le fond, je suis impliquée dans beaucoup de choses, le communautaire, puis le don de soi est important pour moi. Puis, j'oubliais pour pas que ma collègue Marilyn, dans le fond, me tape sur les doigts. Dans mes temps libres, je suis lutteuse, donc même dans les notes de la FM, vous le nommiez. Puis, dans le fond, pourquoi que je suis allée en politique également, il y a aussi un sentiment d'imposteur qui est très, très présent parce que j'en parlais dans nos rencontres préparatoires, c'est que quand je regardais avec qui j'allais être panéliste aujourd'hui, une fraction de seconde dans la tête me dit, mais qu'est-ce que je fais ici entourée de toutes ces femmes, dans le fond, très inspirantes avec des gros parcours. Qui ont Puis défoncé parfois, les portes, hein, qui ont défoncé les portes. exactement. Oui, oui. Malgré Puis des des fois, handicaps, malgré Oui, oui, tout à fait. Puis des fois, c'est vraiment cette petite 2 secondes dans notre tête qui nous fait empêcher de foncer, puis de se présenter en politique. Mais en vérité, dans le fond, on se présente en politique, c'est pour notre couleur à nous. Puis on commence toujours, si vous avez remarqué, on s'est tous présentés en parlant de nos compétences, mais pas de qui on était comme humain. Puis je pense que ça, c'est un côté, dans le fond, qu'on devrait plus travailler, c'est qu'on doit mettre de l'avant nous, parce que les gens, quand ils vont voter, ben c'est pour notre couleur, puis c'est pour que la municipalité prenne de nos couleurs, justement. Donc, on aurait beau avoir 10 000 bacs, dans le fond, c'est pour nous. Donc, je pense que c'est pour ça que je vais me représenter encore cette année aux prochaines élections, justement parce que je trouve ça beau, ce côté-là, puis justement de le mettre de l'avant, là, derrière chaque politicien, il y a un humain, puis avec des qualités, puis avec cette couleur. Mais avec le goût de se battre aussi. Moi, ce qui me frappe dans vos 3 parcours, c'est que vous êtes des battantes, des lutteuses au sens même propre dans votre cas, Marie-Hélène. Vous n'avez pas peur de vous coltailler aux vrais problèmes. C'est-à-dire, hein, la vie est pas simple. La vie d'une élue municipale, c'est pas simple. Il faut avoir le goût, hein, le goût de se battre et d'aller devant, d'aller au-devant. Mais je pense que c'est un rôle que on n'a pas le choix d'être passionné. Parfois, je pense dans le passé, ce qui a terni l'image des politiciens, c'est qu'il y en avait qui le faisaient plus pour peut-être leur intérêt que par passion. Parce qu'on s'entend, tantôt dans les sondages, on parlait d'environ 30 heures par semaine dans les petites municipalités de moins de 5 000 habitants, mais nous, on a quand même un emploi à temps plein. Puis si on veut bien faire notre travail, puis on le prend à cœur, ben c'est ça, c'est environ une trentaine d'heures par semaine. Donc, je pense que c'est au-delà de ça, il faut vraiment de la passion puis un vouloir extraordinaire, parce que sinon, je pense qu'on peut pas faire notre travail adéquatement. Donc, c'est une affaire de cœur et, comme on l'a vu dans le sondage, les femmes veulent des changements concrets. Alors, on veut voir les résultats de ces actions. Je pense que ça, c'est clair pour vous aussi, Annie, hein. Vous l'avez vu, là, dans le cas des inondations, par exemple. Le travail que vous avez fait a donné des résultats. Les gens vous l'ont dit aussi, je pense. Oui, oui, tout à fait. Tu sais, on est vraiment été sur le terrain. On est allé au-delà de notre mandat au niveau de la municipalité. On est allé vers les gens, puis on les a accompagnés tout au long. Puis, tu sais, moi, en tant que directrice générale, on fait la lutte à la pauvreté, on fait l'insécurité alimentaire. Donc, on a eu un rôle aussi pour aller nourrir les gens sur place qui nettoyaient leur maison, tout ça. Puis, fait, tu sais, et les bénévoles qui venaient aider.
Puis plus, on a accueilli toutes ces personnes qui étaient sinistrées au centre communautaire. Donc, j'avais vraiment le double rôle. Quand je dis mes journées commençaient à 6 heures le matin, finissaient à 10 heures, 10h30 avec les dernières réunions à la municipalité. Fait que c'est un gros 15 jours d'implication. Mais par contre, on voit vraiment que ça a eu un impact positif chez notre population. Puis la population nous l'a dit et nous en a remercié, là. C'est ça. Et la gratification, dans ce temps-là, vient des commentaires des citoyens. C'est comme ça que vous le vivez? Oui. Quand les gens vous le disent, que oui, vous faites du bon travail? Oui, tout à fait. Puis ils nous ont remercié vraiment beaucoup. Puis, tu sais, il y a toujours 2-3 personnes qui sont moins satisfaites. Puis, on dirait que c'est celles qui nous restent le plus en mémoire. Mais il ne faut pas oublier toutes les autres, tout le reste de la population qui, eux, étaient très satisfaits, qui nous l'ont dit à plusieurs reprises et qui nous le disent encore, là. Il y en a encore qui vont nous le dire. Merci pour ce que vous avez fait pour nous. Mais c'est parce qu'on en revient, parlons du son. Vous êtes d'accord, Julie, Marie-Hélène, avec ça? La reconnaissance, vous l'avez de vos citoyens? Je ne vais pas couper la parole, Guillaume. Guillaume avait la main levée. Guillaume, je vais te laisser. Mais oui. J'ajoutais, si je peux me permettre, vous avez bien raison, Madame Bouchard. Nos sondages le confirment souvent. Il y a une minorité qui est très bruyante, hein, qui prend beaucoup de place, versus une majorité qui est silencieuse. Quand on les sonde, ben effectivement, on voit que le travail des élus, le travail concret, le travail terrain, quand ils vous voient sur les lieux des inondations, ça apparaît. Les gens vont peut-être pas retenir tout ce que vous allez dire dans vos discours, mais ce que Mme Demers mentionnait par rapport à l'authenticité puis à montrer sa vraie couleur, sa vraie personne, c'est super important. Les gens ne vont pas retenir tout ce que vous allez dire, mais vont retenir comment ils se sont sentis lorsque vous l'avez dit, et c'est ça qui va compter quand ils vont déposer leur bulletin de vote. Donc, c'est le travail que vous avez fait pour eux. Et ce que vous avez fait aussi, hein, ce qui est visible, ce qui a changé leur vie, là, leur vie quotidienne. Des commentaires là-dessus, Julie, Marie-Hélène? Effectivement. Oui, effectivement. Je prends un exemple. Lors, on a eu l'année passée la première tornade du Québec qui est passée à travers notre municipalité à 1 kilomètre du bureau. On a vu que ça brassait pas mal, là, mais finalement, j'ai vu les services passer devant le bureau. J'étais en réunion avec notre directrice générale en préparation d'un caucus. Et, pour faire une histoire courte, l'idée là-dedans, c'est que je me suis présenté tout de suite. Ça faisait quelques minutes que la tornade était passée. Vous étiez là? J'étais là, tout de suite, un agriculteur, Madame la mairesse, est-ce que je peux prendre le tracteur puis aller aider les services? Oui, allez-y. Est-ce que je me suis occupé des médias pour éviter que les personnes sinistrées aient le flux des médias? D'ailleurs, ces personnes-là m'ont remercié d'être présentes puis de retenir cette volonté d'information. J'ai appliqué aussi une formation que j'avais eue sur la gestion des médias lors de séances, d'événements catastrophiques. Et j'ai été présente, le monde l'a vu, ça a été immédiat. On a offert de l'hébergement. Les gens, c'est ça qu'ils retiennent. Je reviens avec Mme Bouchard, ce qu'elle disait, M. Gingras qui dit, effectivement, c'est être présent. C'est ça que les gens retiennent, la présence d'un élu à travers les rues. Se promener qu'un auto, là, juste aller se promener, jaser de tout et de rien. Les gens n'ont peut-être pas l'occasion d'aller dans une séance du conseil, dans la formule officielle, mais quand ils voient leur mairesse sur leur porte-porte, ou bien non, qui se promènent à pied, à jaser, ça, ils retiennent ça. Ça, ils disent, ma mairesse est présente, puis je sens qu'elle est là pour moi. Oui, ça, c'est l'avantage d'être élu dans une plus petite municipalité, hein, où il n'y a pas l'anonymat des plus grandes villes. Madame Demers, vous n'avez peut-être pas été confrontée à des catastrophes naturelles, à des tornades ou à des inondations, mais en dehors des moments de crise où là, c'est sûr que vous serez visible, comment vous réussissez à garder ce contact-là de proximité avec les gens? Une des principales choses que depuis le début de mon mandat, en fait, puis que je veux perpétuer, c'est que je pense que c'est utopique de penser que maintenant les gens vont venir s'asseoir dans des salles de conseil. Je pense que c'est notre rôle d'aller vers eux. Puis plus tard, ou dans les sondages, le rôle d'un élu,
puis des enjeux municipaux, les gens, ils sont pas au courant. Puis je pense que c'est ça qu'ils veulent. Donc, il faut arrêter de penser que par eux-mêmes, les gens vont venir s'informer. Donc, en ayant cette mentalité-là, je pense que c'est vrai que c'est d'être sur le terrain, c'est d'expliquer peut-être plus de choses. Chaque mois, exemple, dans le journal municipal, j'aime pas le faire, là, je l'avoue, le mot du maire, de savoir qu'est-ce que je mets, mais c'est quelque chose qui est vraiment lu énormément. C'est vraiment de donner notre voix. Puis moi, j'aime instruire. À chaque mois, j'ai un sujet pour qu'ils comprennent, exemple, comment on calcule les taxes, pourquoi il s'est passé telle chose, pourquoi. Puis je pense que c'est en instruisant les citoyens aussi qui comprennent l'envers du décor, puis qui fait donner une plus belle image des politiciens parce que dans le fond, souvent c'est dépeint comme un rôle quand même ingrat où on se fait critiquer beaucoup. Mais je pense que quand on trouve des petits trucs comme ça, tu sais, moi je peux me promener dans la rue puis j'entends des bons commentaires aussi. Puis je pense que les gens, faut pas qu'ils s'empêchent d'aller en politique par peur de justement avec les médias sociaux. Surtout, oui, il y aura toujours des cas uniques. Mais je veux pas vendre les services de la FQM, mais moi, je suis sur le comité des jeunes élus. Puis c'est là-dessus aussi qu'on travaille beaucoup, justement, c'est que on peut avoir des mentors, on peut avoir des soutiens pour apprendre à vivre quand même comment gérer des mauvais commentaires ou juste donc, tu sais, on a du support justement parce que, tu sais, quand on est élu, exemple, à 11 heures le soir, on devient la tête d'affiche, tu sais, de le représentant de notre village, on devient spécialiste de la voirie, de l'usine d'épuration des eaux, on devient spécialiste de plein de choses. Donc, le sac à dos, dès 23 heures, quand les bureaux de vote ferment, on devient, c'est une lourde charge, pardon, qui nous est donnée. Mais je pense que c'est un travail de collaboration avec les citoyens puis de la transparence. Puis quand on le fait, je pense que notre travail est reconnu, là. Oui, Julie? Pour revenir à ce que vous avez dit, Mme Guenette, tantôt, par rapport à le fait d'une petite municipalité. Il y a plein de trucs, hein. Quand c'est une municipalité plus grande, je prends l'exemple de la mairesse Geneviève Lachance dans la ville de Saint-Lazare, qui est 25 000 habitants, quand même, et fait des capsules pour informer les institutions, comment que la ville fonctionne, comment que la MRC fonctionne, puis tout ça. Elle fait plusieurs capsules pour informer les gens sur le fonctionnement de la municipalité et des avancées dans sa municipalité. Ça, c'est un truc de proximité avec les gens qui n'ont pas l'occasion, peut-être dans leur occupation quotidienne, de se présenter au conseil de ville. Fait que ça, c'est des trucs de proximité. Mais c'est passionnant parce que ce que vous dites, c'est qu'il y en a des moyens, hein, de garder ce lien, peu importe la grosseur de la municipalité, mais qu'on peut avoir besoin de soutien justement, ou du moins au début, pour apprendre à gérer cette communication-là avec les citoyens. Mais j'aimerais ça qu'on revienne au sondage parce que selon le sondage, les gens disent on fait confiance aux élus municipaux, mais on ne connaît pas vraiment leur rôle ou leur responsabilité et conditions de travail. Hein. Vous avez retenu ça, entre autres, 49% des femmes disent mal connaître le rôle du maire. Bon, M. Gingras l'a dit, peut-être que les femmes sont plus honnêtes que les hommes en répondant à cette question-là, là, que les hommes ont l'impression d'en connaître plus d'office. Mais en fait, 77% des femmes disent mal connaître le rôle des conseillers. Alors, cette méconnaissance-là, je comprends que vous l'avez constaté chez vous aussi. C'est pas tous les citoyens qui savent exactement ce que vous faites. Alors, comment réagir si l'idée, c'est de mieux les informer? Vous avez déjà donné des moyens d'agir. Mais en même temps, jusqu'où ça va la communication de ce que vous êtes et de ce que vous faites? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des rôles à clarifier par moment? Vous le dites, Madame Demers, hein, le soir de mon élection, on va me demander de gérer tous les problèmes. Je vais devenir imputable autant pour les égouts que pour l'itinérance qui apparaît tout à coup à Sainte-Madeleine ou à n'importe quoi. Alors, comment je fais pour clarifier mon rôle pour moi-même, au fond? Il y a des choses que je pourrais pas faire. Alors, comment je l'explique aux citoyens? Exactement. Ben, je pense que, tu sais, en plus de ça, tu sais, le sondage montre ça, mais je vais aller encore plus loin. Il y a beaucoup d'élus qui ne connaissent pas, justement, leur propre rôle. Puis ça, c'est un combat de tous les jours parce que, dans les conseils municipaux, surtout dans les municipalités, c'est qu'il faut respecter nos rôles et responsabilités à la base. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a quand même eu le fléau d'être proche des citoyens. La proximité, c'est que je pense qu'on nous a vendu l'idée de base d'être très proche de nos citoyens, ce qui a fait que, exemple, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est exemple une porte qui se trouve pas pour une location. Le citoyen m'appelle, c'est quelqu'un que je connais. Ah ben, je vais aller lui débarrer la porte, il n'y a pas de problème, j'ai les clés. Puis là, au fil du mandat, justement, puis en ayant des mentors puis des exemples, ben, c'est une erreur, dans le fond, de débutant à faire parce qu'il faut quand même garder une proximité, mais quand même une distance. Puis,
qu'il y a un beau juste milieu à aller voir, justement, puis je suis je suis un cas parmi tant, dans le fond, que j'ai voulu avoir beaucoup de proximité, que là, j'essaie Ben, de ça, faire par dans mes rôles. générosité, c'est ça. Annie, ça vous dit quelque chose, ça aussi? Oui, Oui. tout à fait, parce que moi, tu sais, je suis conseillère, donc c'est certain que les gens nous interpellent, puis tu sais, moi, j'y vais toujours avec, je pose mes questions, tu sais, quand les gens me content leur histoire, tout ça, je fais est-ce que vous avez déjà parlé avec l'administration, parce que tu sais, le Baie-Saint-Paul, on a quand même du personnel qui, tu sais, nous, on est là pour dénouer, fait que tu sais, je leur explique, tu sais, la première étape, c'est cette étape-là. Puis la deuxième étape, ben moi, je vais vous accompagner si jamais, tu sais, je pense que c'est vraiment en expliquant comme il faut. J'ai même quelqu'un qui m'a déjà interpellé. Ben là, il dit, moi, j'aimerais ça avoir de Poste Canada parce que je suis directement au poste, au bureau de poste plutôt qu'avoir ma boîte communautaire. Ben, ça, c'est fédérant, tu sais, mais tu sais, je leur oriente, tu sais, je peux vous aider à trouver les numéros de téléphone, mais je dis, ce n'est pas moi qui ai cette responsabilité-là parce que souvent, effectivement, tu sais, ils nous appellent pour la commission scolaire, les services scolaires, ils nous appellent pour différentes choses. Moi, c'est vraiment ce qui concerne la municipalité, les services offerts par la municipalité. Il faut vraiment l'expliquer aux gens et bien l'expliquer parce que oui, effectivement, on parlait beaucoup de proximité. Les gens, ben, ayant mon handicap visuel, je suis toujours sur le trottoir, donc c'est facile de m'interpeller en passant ou de venir directement à mon travail parce que moi, c'est où je travaille. Puis là, ben, il faut aussi mettre cette barrière-là de dire, OK, sauf que par contre, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous après mon travail? Parce que là, tu sais, ouais, mais là, je suis là. Fait, Oui. faut juste l'expliquer, tu sais, de dire, oui, je comprends, mais tu sais, si c'est pas une urgence, je pense qu'on peut s'en parler un petit peu plus tard. Fait qu'il faut vraiment juste bien l'expliquer aux citoyens. C'est ça. Puis une fois qu'on l'a bien compris soi-même, quand on arrive, j'imagine, en politique municipale, hein, on doit avoir tellement d'ambition au début, on doit vouloir régler tout ça en 4 ans, là. Alors, Gilles Lemieux, vous êtes d'accord? Il faut comme comprendre son rôle, mais bien l'expliquer avec les limites aux citoyens. Elle a très bien expliqué, Mme Demers. À quelque part, quand vous connaissez parfaitement votre rôle, vous avez aussi l'opportunité de rediriger les gens au bon endroit. Et que le monde vous interpelle à l'épicerie, Messenger, parce qu'on a maintenant plusieurs médiums de communication, bien, effectivement, pour que les gens puissent comprendre nos rôles dans l'institution de la municipalité ou de la ville, il faut leur faire comprendre les bons canaux de communication sur les différents enjeux sur lesquels ils nous emmènent. Fait que donc, à force de travailler avec ces citoyens, à les rediriger au bon endroit, ben les gens finissent par comprendre le mécanisme de leur municipalité. Et c'est le fait qu'on connaisse parfaitement notre rôle qui fait en sorte que les gens vont comprendre notre rôle. Est-ce que, pour aller plus loin, le fait de mieux comprendre votre rôle, son intérêt et ses limites peut intéresser davantage de femmes à se lancer en politique municipale, hein? C'est ce que le sondage semble dire aussi. Monsieur Gingras, c'est ça? Tout à fait. C'est assez clair en ce sens, là. C'est une meilleure visibilité des enjeux municipaux, du rôle joué, de la possibilité d'apporter des changements concrets. Donc, tu sais, mesdames les mairesses, c'est à vous de démontrer, de faire savoir les changements concrets que vous avez pu apporter grâce à des actions qui peuvent vous paraître banales dans votre quotidien, mais qui, pour le citoyen, la citoyenne, a un impact crucial dans sa vie de tous les jours. J'aime dire la municipalité, c'est chaque fois qu'on sort de la maison, c'est municipal. C'est la voirie, c'est les poubelles, c'est des choses qui sont prises pour acquis, mais qui sont importantes dans le quotidien. Mais c'est aussi la culture, c'est les parcs, c'est la famille. Donc, ça, c'est des enjeux qui sont super importants. Depuis la pandémie, on l'a vu, l'importance pour les parcs, les équipements pour les familles, les équipements sportifs, les infrastructures sportives, c'est d'autant plus important. Et c'est des enjeux qui préoccupent, qui touchent les femmes. Et puis ça, c'est des changements concrets. Ça peut paraître banal, mais c'est des changements concrets. Un nouvel aréna, un nouveau terrain de baseball, c'est des changements concrets. Oui. Mais attendez, cela dit, dans le sondage, il y a quand même des différences selon le genre ou le sexe, hein, assez clair, là. On le voit que les femmes ont des priorités plus sociales, plus communautaires que financières ou stratégiques. Elles citent le logement, l'itinérance, la pauvreté, l'environnement, ce que les hommes ne mentionnent pas.
Tout à Alors, fait. qu'est-ce que ça vous dit à vous trois, là? Qu'est-ce que ça vous dit et comment aller plus loin stratégiquement pour intéresser davantage de femmes à venir en politique, sachant que leurs priorités sont quand même un peu différentes de celles des hommes? Hein, c'est pas. Oui, Annie, je vous ai vu la première, oui. Oui, ben évidemment, ben, avec tout mon bagage, tu sais, quand j'ai dit que je voulais apporter mon communautaire dans ma communauté, c'est exactement de ces enjeux-là que je parlais. Puis je le fais très bien parce que tu sais, je le vois le discours. Moi, au début, je rappelais toujours aux membres du conseil, oubliez pas le salaire moyen, le salaire médian de Baie-Saint-Paul. Oubliez pas le salaire moyen, le salaire médian parce que ça a un impact sur nos décisions. C'est nos décisions qu'on prend, ça a un impact sur notre population. Et je sais que maintenant, c'est le maire lui-même qui, dans ses discours, va reprendre ces termes-là. Il ne faut pas oublier que dans les décisions qu'on prend, on prend des décisions pour eux. Quand je suis arrivée, j'ai dit au maire, moi, je veux m'occuper du logement abordable. On n'en a jamais parlé à Baie-Saint-Paul. On est, je crois, 10, 15 ans trop tard, mais vaut mieux trop tard que jamais. Fait que, c'est là qu'on voit l'impact direct. C'est quand je dis, souvent, je dis le municipal, c'est une politique de proximité. C'est une politique où on change le quotidien de notre population. Puis c'est pour ça que j'ai même un conseiller municipal parce que je suis la seule femme et je suis vraiment la minorité visible, la seule femme au conseil municipal avec un handicap en plus, donc 2 en 1. Et puis il me disait, Annie, tu nous apportes des points de vue de notre population que je ne connaissais pas. Fait que tu sais, d'avoir toutes ces différences-là, puis d'avoir justement notre souci beaucoup plus social, ben c'est important de l'apporter. Mais pour ça, il faut s'impliquer. Parce que c'est beau de le dire à l'extérieur. Et c'est pour ça que je me suis présentée aussi, parce que je me suis dit, on peut changer de l'intérieur. Et c'est pour ça que je me suis présentée en 2021 pour changer de l'intérieur. Oui. Et les femmes, beaucoup plus que les hommes, veulent des changements concrets, hein. On y revient, là, des réalisations visibles. Il y a quand même une grande différence. C'est important, à 46% pour les femmes, les changements concrets, et les hommes disent 38%. C'est quand même pas mal, ça, statistiquement, là, 8% de différence, hein? Oui, Ouais. c'est significatif. C'est révélateur, là. Oui. Oui. Alors, oui, Julie, vous aviez demandé la parole. C'est à vous. Oui, puis une des sphères, voyons, l'aspect que moi, qui fait en sorte que les femmes s'impliquent encore plus, c'est Oui. souvent la peur qu'on a ça, donc, que ça prenne beaucoup de temps pour eux, que ça oblitère toute leur vie. Il faut qu'ils comprennent aussi que dans un conseil municipal, qu'on parle d'une municipalité comment on dit, d'une dimension que la FQM, on pourrait dire, hein. Il y a 6 conseillers, conseillères et un maire ou une mairesse. Et les gens, à tort, pensent que la mairesse décide. Et c'est pas le cas. C'est l'ensemble du conseil qui décide. Donc, tous les conseillers conseillères ont un apport important sur le levier des décisions de la municipalité. Donc, chaque membre du conseil a une influence sur les autres membres du conseil. Donc, c'est important et je trouve important de souligner que la part des femmes dans une municipalité va faire en sorte d'avoir un levier sur justement des besoins, comment dire, de répondre aux besoins qui ont identifié pour eux. L'idée là-dedans, c'est que plus l'apport des femmes va avoir lieu dans les municipalités, mieux que les services probablement pour les femmes vont pouvoir se réaliser. Et il ne faut pas enlever l'apport important des conseillers et conseillères parce que pour la majorité du temps, c'est eux qui votent. Oui, oui. Mais j'imagine que il y a quand même. Est-ce que ça améliore la gouvernance d'avoir un conseil municipal plus diversifié? Marie-Hélène, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je suis vraiment d'accord. Puis c'est ce qu'on parlait des fois dans nos ateliers de préparation justement aujourd'hui, c'est que souvent, tantôt, je parlais du sentiment d'imposteur, mais je pense qu'il y en a qui aimeraient ça s'impliquer, mais ils se posent la question, qu'est-ce que moi j'ai à... Tu sais, la politique, ça m'intéresse, mais moi, qu'est-ce que je peux apporter, même si j'ai des idées, mais le but, c'est vraiment de prendre du temps avec eux, puis leur dire, hey, regarde, toi, t'es beaucoup impliqué dans ça, t'as des compétences en ça, tu pourrais être utile justement sur le conseil, parce que ce que je lui dis, c'est vrai, puis je pense qu'un bon maire, son travail numéro 1, c'est de rallier son conseil municipal pour travailler en équipe, parce que justement, c'est la bonne façon de travailler. Chacun a un bagage différent, des compétences différentes. Puis oui, on peut s'ostiner, pas être d'accord dans le but de trouver la meilleure décision possible pour le citoyen.
Donc, je pense qu'en connaissant mieux le rôle, puis que nous, en les interpellant pour leur dire, regarde, toi, tu peux apporter ci, apporter ça, les gens vont, les femmes surtout vont prendre leur place. Mais je vous cacherai pas qu'on a encore beaucoup de travail à faire parce que, tu sais, comme moi, jeune élue avec des enfants, il y a encore beaucoup de préjugés comme moi. Tu sais, c'est pas rare que je me fais dire là un petit peu moins parce que je pense que j'ai fait mes preuves, mais la blague de toi, tes enfants doivent t'appeler madame tellement que t'es pas chez toi. Ben, tu sais, ça, avant, je l'entendais à tous les semaines, sinon plusieurs fois par semaine. Donc, c'est sûr que quand tu entends des choses comme ça n'insiste pas de travailler en politique, justement. Mais, tu sais, moi, il y a d'autres choses. Mes enfants viennent dîner à la maison. Bref, il y a comme plusieurs choses, mais il y a encore beaucoup de préjugés chez les femmes aussi. Donc, je pense que je ne serais pas dans les rues pour débattre ce point-là, mais je pense que des bels exemples comme nous aujourd'hui, c'est ce qui va faire que ça va donner du courage à ces femmes-là parce que, tu sais, nous, on le fait puis on le fait bien. Mhm. Mais ça nous renvoie aussi à un autre élément du sondage. J'avais une question. Oh oui, Guillaume, vous voulez, oui, prendre la parole? En fait, en complément là, avec ce que vous avez dit, Mme Guenette, et puis ce que Mme Lemieux a avancé, effectivement, il y a une autre question qu'on a posée dans le sondage qui n'a pas été présentée ce matin, qui est les avantages de compter sur un conseil municipal diversifié. Hein? Puis Mme Lemieux l'a très bien mentionné. La réponse la plus populaire, là, pour reprendre le terme, c'est 20 %, c'est quand même 1/5 de la population québécoise qui disent que c'est d'avoir une diversité de points de vue, d'opinions et d'idées. Hein. C'est puis Mme Bouchard l'a mentionné aussi. Vous me faites voir des idées que j'avais jamais vues de ma population. C'est exactement ce qu'un conseil municipal diversifié apporte. Et ça, c'est reconnu par le 5e de la population. C'est non négligeable. Ensuite, 18 % nous disent une meilleure représentativité de la population va entraîner un reflet plus réaliste des besoins de la population en tenant compte de sa diversité. Donc, ça laisse pas place à l'interprétation ici, là. Oui, tout à fait. Et je m'excuse, je vous arrête, mais moi, ce qui m'a frappé, c'est que les femmes sont encore plus ouvertes que les hommes à cette diversité de points de vue. N'est-ce pas, d'après le sondage? Ça fait. C'est comme si les femmes étaient plus sensibles aux défauts de démocratie de la démocratie municipale actuelle. Autrement dit, les femmes sont plus sensibles au fait que tous les besoins de la population ne sont pas répondus. Voilà. Mais en fait, donc, elles insistent encore plus que les hommes pour qu'il y ait une démocratie municipale plus représentative avec plus de femmes, mais plus de jeunes et plus de gens issus des minorités. Alors ça, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, mais comment y arriver? Comment augmenter la représentativité, la participation des femmes, on en a parlé, mais aussi des jeunes et des immigrants. Dans toutes les régions maintenant, il y a des immigrants qui ne demandent pas mieux que de s'intégrer, entre autres, en participant au dialogue démocratique à la société québécoise. Alors, comment on fait pour aller recruter ces gens-là qui ont le syndrome de l'imposteur, Marie-Hélène, vous l'avez dit, et qui, à première vue, ont l'impression que c'est une montagne impossible à escalader? Comment on va les chercher, ces gens-là? C'est sûr qu'il y a un changement de société aussi à faire, puis de vision. Non pas que je fais ce rôle-là pour de l'argent, mais tantôt, je le répétais, on a des compétences, puis de plus en plus, je pense, le rôle des élus demande des particularités avec des sujets quand même vraiment importants, des grosses lectures, des gros sujets. Il y a je suis passionnée de mon travail, mais un des points pour lesquels qu'un jour peut-être que je quitterais, c'est par manque d'énergie de faire un travail à temps plein en faisant au moins 30 heures par semaine minimum pour ma communauté avec un salaire. Dans le fond, le salaire qui est offert dans les petites municipalités, c'est pas le salaire d'un professionnel du tout à temps plein. Donc souvent, je pense que notre temps qui est mis là, même si on veut pas le faire pour l'argent, puis on est loin de là, il reste quand même, c'est une réalité que, exemple, si j'ai une rencontre à la MRC tout l'avant-midi, ce temps-là, d'une manière ou d'une autre, le travail qui est pas fait à mon bureau, je dois le refaire de fin de semaine, de soir, puis je sais que pour parler avec des élus, c'est des années qu'ils le sont. C'est ça travaille de soir, de fin de semaine pour compléter. Donc, il y a ça, comme dans le les sondage, on le voyait aussi, hein, davantage de femmes étaient sensibles à la question financière, se rendaient compte que, voilà. Julie, pardon, Annie maintenant, Julie ensuite. Oui, ben c'est sûr, on parle beaucoup, oui, les jeunes, les immigrants, tout ça. Moi, je vais parler beaucoup aussi de personnes avec un handicap. Ce que je trouve triste, je pense comment faire pour plus en recruter, ben il faudrait devenir une société avec moins de préjugés.
faudrait devenir une société qui se dit pas juste inclusive, mais qui l'est réellement inclusive. Parce que moi, je l'entends, je voyage beaucoup dans le monde et quand j'arrive à mon Québec, malheureusement, on se dit inclusif, mais on l'est pas tant que ça. Fait que je pense que c'est à force de montrer des images de personnes qui sont différentes, qui font autant bien, sinon plus, le travail, qui performent, tout ça, parce que on a voté contre moi à cause de mon handicap. On a dit contre moi que elle ne sera jamais capable d'être aveugle, elle peut pas faire son rôle de conseillère. Et maintenant, on dit que je joue la comédie. Donc, on est tellement dans les préjugés à la base que je peux pas faire la job que maintenant, je peux pas avoir d'handicap et être capable de faire tout ce que je fais. Donc, tu sais, moi, je pense que ce soit autant pour l'immigration, autant pour les jeunes. Et pourtant, la diversité apporte tellement de points de vue, puis on dit depuis tantôt, différents. Donc, je pense... Prenons un exemple concret, pour l'accessibilité universelle. Oui. Je pense que vous avez plaidé pour ça à Baie-Saint-Paul. Qu'est-ce que ça a donné, au fond? Ça a donné vraiment une politique sur l'accessibilité universelle. Et je donnais juste comme l'exemple, moi, j'ai pas fait partie du projet de la rénovation de l'Arena. Puis moi, j'ai posé la question parce que les travaux que je fais, je disais, est-ce qu'on a pensé à l'accessibilité? Oui, oui, Annie. Fait que quand je vais visiter, donc le conseil municipal va visiter avant l'ouverture officielle, tout ça. Fait qu'il dit, regarde, Annie, on a un bel ascenseur, la salle de bain pour le public, elle est adaptée, puis il y a une belle estrade pour que les gens puissent voir. On visite les chambres de joueurs, je regarde la douche, je fais, vous m'avez parlé d'accessibilité. Par contre, les douches sont pas accessibles. Ben oui, Annie, c'est une aire ouverte. Oui, mais j'ai dit, un beau petit bar de 6 pouces. J'ai dit, une chaise roulante ne peut pas rentrer directement. Donc, pour moi, ce n'est pas accessible. Donc, vous avez pensé au public, mais vous n'avez pas pensé que les gens pouvaient participer aussi et jouer, comme aller pratiquer le sport de glace. Donc, de glisse, ça existe aussi pour nos personnes avec des limitations. Donc, c'est toujours de faire ce rappel-là au quotidien. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un exemple parce que l'accessibilité, ça vaut pour tout le monde, au fond, pas uniquement pour les personnes en fauteuil roulant, les mères, les parents avec des poussettes dans les autobus, on le voit, les problèmes que ça pose. Oui, Julie, la question, alors, comment on va chercher des gens, des minorités, par exemple, de genre ou des minorités sexuelles, tout ça, ou des minorités ethniques, tu sais, pour les intéresser? Comment on les accroche? Démontrer en partant l'ouverture d'une municipalité. Je prends un exemple, comme moi, j'ai une personne trans, une femme trans à la tête de municipalité, il n'y en a pas tant que ça au Canada. Comment on démontrer que la municipalité a une ouverture à travers ses politiques? Exemple, quand c'est le temps du 17 mai, mettre le drapeau de la fierté en avant de l'hôtel de ville. Quand vous démontrez une ouverture dans votre municipalité, vous incluez tous les gens à participer dans cette communauté. Donc, les gens, quand ils voient qu'un hôtel de ville, lors d'événements, que ce soit pour la journée de l'autisme, la journée pour la trisomie 21, le maire qui porte un bas d'une couleur, un bas de l'autre, puis il monte en photo. Juste démontrer à quel point que l'organisation municipale est ouverte à la diversité et est inclusive. Dans ce moment-là, quand vous êtes dans une minorité ou que vous êtes une femme, et le goût de venir s'inscrire à, comme on dit, participer à cette communauté, elle est là. Parce que vous voyez l'ouverture. Vous voyez que si vous voulez faire des changements, cette municipalité-là, vous êtes bienvenus. Bienvenue. Vous voulez venir dans le conseil municipal, vous êtes bienvenus. Fait que dans ce temps-là, pour emmener des gens à vouloir participer, à avoir une diversité dans un conseil municipal, c'est là la solution. Mais en misant sur des enjeux aussi précis, j'imagine, et en donnant l'exemple comme maire et mairesse, évidemment, vous êtes les leaders aussi. C'est ça. Donc, avec Mme Bouchard, Mme Demers, quand que les gens commencent à... C'est comme un cercle positif. Heureux. Oui, un cercle vertueux. Parce que Mme Demers démontre avec le fait qu'elle ait 3 enfants comme on dit, elle peut faire ce rôle-là. Elle peut faire des changements. Elle peut avoir un levier sur sa municipalité à offrir des nouveaux services et offrir aussi une vision différente, un angle différent de travail pour offrir justement ces services-là et avoir la vision. Mme Bouchard, on l'a dit tantôt, grâce à elle, il y a une politique qui s'est inscrite
On a comment on dit, l'opportunité avec Mme Bouchard dans sa municipalité d'offrir d'avoir un angle de vue qui concerne les personnes avec une mobilité réduite. Sa présence et sa voix ont certainement amélioré les Exactement. choses. Hein? Ça a été le cas dans les années 70 et 80, quand les femmes ont commencé à rentrer en politique. Il y a eu, avec Mme Marois, des changements par rapport Alors, au CPE. on va s'arrêter là, Julie, parce que le temps coule et ce serait intéressant de refaire l'histoire. Alors, on espère qu'on aura une autre occasion de le faire. Alors, je veux vous remercier énormément, toutes les trois. Merci beaucoup, Monsieur Gingras, d'être resté dans cette discussion. Je vous souhaite vraiment bonne chance et j'espère qu'on va de nouveau pouvoir voter pour vous aux élections municipales de novembre prochain. Et si ce n'est pas au niveau municipal, ça peut être au niveau provincial, hein, le ciel est la limite, pour traduire mal de l'anglais. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci beaucoup à vous trois. Alors, on enchaîne. Concrètement, comment se préparer à une campagne électorale? Qu'est-ce que c'est une bonne campagne au féminin? Voilà où notre prochaine conférencière intervient. Corinne Marquis de Service Conseil CM est coach professionnelle et formatrice agréée. Elle possède plus de 30 ans d'expérience. Elle vous propose maintenant un atelier qui va vous outiller si votre décision est prise ou vous encourager peut-être à vous lancer carrément. Alors Corinne, on vous écoute, on vous regarde. Voilà, on voit déjà votre présentation à l'écran. Oui. C'est à vous. Alors, bonjour à tous et merci beaucoup de m'inviter à partager quelques éléments avec vous. Je remercie Madame Roy, Madame Ferrenbach, Madame Nadeau qui est présidente du comité, chères participantes à ce panel, chères participantes et chers participants qui sont présents à ce webinaire. Alors, bienvenue à cette mini-conférence qui sera interactive. J'ai un peu moins de 30 minutes pour vous partager quelques informations. Alors, 35,5% de femmes élues au municipal en 2021, c'est bien. Ça évolue de 2 à 4 points de pourcentage d'une élection à l'autre. Et ça veut dire qu'il y a 64% d'hommes qui sont élus encore. Alors, partout, on entend que la diversité d'âge et de genre, c'est quelque chose qui est valorisé pour prendre des décisions qui sont plus inclusives, donc qui considèrent les besoins de tous les citoyens. Je voudrais rappeler comme toile de fond, et ça, je m'inspire un petit peu des données de Léger Marketing, qu'on est aussi avec un changement générationnel. Il y a des élus qui ont été élus à plusieurs reprises, puis que c'est le temps qu'ils aillent se reposer ou prendre une pause, ou peut-être de passer au mentorat de jeunes élus. Donc, on observe qu'il y a des élus qui se retirent. Et dans la fonction d'administration municipale, il y a aussi des directeurs généraux et des gestionnaires qui sont rendus à se retirer. Donc, on est aussi au Québec avec ce changement de génération, puis il y a des milieux, donc il y a des municipalités où les deux vont changer. Donc, la direction générale est en train de changer, puis le maire se retire. Donc, ça fait beaucoup de changements pour certains milieux. Comme on l'a dit, il est minuit moins une pour choisir si vous êtes en train d'hésiter, j'y vais-tu pas. C'est le 19 septembre, le 3 octobre au plus tard. Ou est-ce que je renouvelle mon engagement ou je ne le renouvelle pas ou je me retire. Et là, je vais supporter les nouvelles et les nouveaux élus. Quoi ajouter après tout ce qui a déjà été partagé? Je vous propose de partager quelques points de repère en tenant compte de ces précieuses données, de ces précieux partages qui ont été faits jusqu'à maintenant. Donc, j'ai 4 points qui ressemblent étrangement à certains points qui ont été mis de l'avant par Madame Roy. Donc, ça va boucler la boucle. De mener une campagne authentique, d'être en ligne avec qui on est, impliquer d'autres femmes, mobiliser mon équipe de campagne et tout en tenant compte des besoins de ma communauté, évidemment. Alors, vous allez recevoir dans le clavardage un document que j'ai préparé. Du côté recto, c'est un PDF éditable. Vous allez pouvoir répondre aux questions à l'ordinateur ou l'imprimer et répondre à la main. Et au verso, j'ai mis quelques références que vous pourrez consulter après. Je vous demande de ne pas le remplir tout de suite. Et je vais vous poser 3 questions pendant mon exposé, des questions interactives pour voir qu'est-ce que ça vous dit, c'est quoi vos réponses. On commence par donc un engagement qui part de soi, donc parce que dans les années
2000, dans le début des années 2000, j'accompagnais Madame Carole Voiselle au parc technologique. Elle était présidente du parc technologique, puis elle me disait, Corinne, j'ai un cœur de femme, mais je suis obligée d'avoir comme un costume d'homme pour diriger l'organisme. Je crois qu'on n'est plus là. Donc, je crois qu'après 25 ans plus tard, on n'est plus à cette place-là. Donc, le leadership, c'est de faire avec qui on est, avec nos caractéristiques personnelles. Alors, on est des humains, on a tous une personnalité, on est venu avec quand on était petit, avec des caractéristiques, des forces et parfois des zones d'ombre, mais c'est de travailler avec qui on est. Pourquoi je vous recommande de faire ça? Parce que essayer d'être quelqu'un d'autre, ça coûte cher en énergie, c'est épuisant. Parmi vous, il y a des femmes qui se préparent depuis plus d'1 an, j'en connais quelques-unes. Il y a des femmes qui ont décidé de renouveler leur engagement, puis il y en a qui se posent la question, peut-être j'y vais-tu ou j'y vais pas, qui sont attirées mais qui hésitent. Comme c'est important que ça vienne de vous, je vais être audacieuse, je vais vous inviter à faire un exercice de visualisation, ça va prendre 3 minutes. Et donc, je vais vous demander, on va se déposer un peu, prendre 3 respirations, puis vous allez suivre ma voix, vous allez voir, il n'y a pas de danger, on va se projeter dans le futur pour voir que ça vienne vraiment de vous, parce qu'on a vu aussi qu'il y a eu beaucoup de désistements. Donc, c'est important, si vous êtes encore en train d'hésiter, de voir que ça vienne vraiment de vous, que c'est un engagement qui vienne du profond. Alors, je vous invite à poser les pieds au sol, détendre vos épaules et mettre les mains sur les cuisses ou les coudes sur les accoudoirs. Et je vais vous inviter à déposer les paupières. Et on va prendre 3 respirations profondes. Donc, on inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Alors, imaginons que j'ai une baguette magique et qu'avec ma baguette magique, on se projette dans le temps et on a tous 80 ans. On a 80 ans, on est assis confortablement dans notre chaise berçante et on est en train de raconter l'histoire de notre vie à quelqu'un qui est significatif pour nous. Nos petits-enfants, un neveu, une nièce, quelqu'un qui est important pour nous et on lui raconte, c'est grand-maman, dans son temps, elle faisait ça. Et on va raconter des choses dont on est fier, qui sont inspirantes pour cette personne-là. J'aimerais, donc en vous projetant dans ce moment de confidence avec une personne significative, est-ce que expliquer, partager le fait que vous vous êtes présenté candidat à une élection municipale, que vous êtes devenu élu, est-ce que c'est quelque chose qui palpite à l'intérieur de vous? Est-ce que c'est quelque chose qui amène un sentiment de joie, une fierté? Je me tais quelques instants pour vous laisser accueillir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Tout doucement, je vous invite à rouvrir les yeux, bouger les orteils, bouger les doigts et à accueillir la sensation, peut-être la noter, que vous avez vécue en faisant cette visualisation pour que ça vienne vraiment de vous aussi, si vous êtes dans l'hésitation. Aussi, il y a un arrimage à avoir entre ce que je peux apporter et le contexte municipal. Vous allez vous sentir avec votre intuition inspiré, attiré à y aller s'il y a un arrimage entre vous et la situation. Voici quelques questions qu'on peut se poser, puis je vous les pose parce que si vous vous présentez, si vous y allez, les journalistes, à la radio ou dans un podcast ou encore durant un débat, vous allez devoir répondre à ces questions. Donc, c'est pour être prêt à y répondre d'une façon fluide et spontanée. Donc, je propose ma candidature parce que ce qu'on entend la plupart du temps des hommes et des femmes, c'est « je veux servir ma communauté ». Mais parfois, comme on a entendu tout à l'heure Madame Lemieux, elle voulait s'impliquer à cause de la rénovation de l'église, je crois. C'est ça que j'ai entendu. Donc, parfois, c'est un projet en particulier qui m'invite à me présenter, à présenter ma candidature.
Deuxième point, qu'est-ce que je peux apporter à ma communauté? Donc, ce que je peux apporter, c'est mon expérience, mon expertise. Puis là, vous me direz, ben oui, mais Corinne, j'ai 20 ans. Qu'est-ce que je peux apporter? Ben, justement, vous pouvez apporter la voix de votre génération, la voix de votre particularité. C'est précieux. Ça amène justement à prendre des décisions plus éclairées. Donc, l'expérience, mais aussi qui on est, notre identité, ça peut être un facteur d'engagement. Troisième élément qui peut être aidant pour se présenter, c'est de se demander, mais c'est qui mon modèle de femme impliquée en politique? Quand on s'identifie à un modèle, souvent cette personne qu'on idéalise, elle a les mêmes compétences que nous, sauf que cette personne-là les a manifestées pleinement, alors qu'à l'intérieur de nous, c'est encore des bébés compétences. Quand je regarde des séances de conseil municipal ou de conseil de MRC, j'ai observé Madame Marilyn Nadeau, quand elle fait ses séances de conseil de MRC, on constate que les acteurs autour de la table s'occupent des dossiers qui leur tiennent à cœur. Et ça veut dire que Madame Nadeau, elle a dû prendre du temps pour leur demander, mais c'est quoi qui t'intéresse? Qu'est-ce que tu as le goût de faire? Et donc, qu'est-ce que ça fait comme impact? Ça fait une sorte d'harmonie, puis ça roule. Ça, je trouve ça inspirant. Donc, pour ça, Madame Nadeau est mon modèle. Ensuite, mes 3 qualités principales, puis je vais demander à Jennifer, notre magicienne de la technologie, de les afficher à l'écran. Donc, mes 3 qualités principales sont: on peut être humble ou modeste, ou on peut se trouver malaisant de parler de ses qualités. Ça peut nous donner l'impression d'être vaniteux. Sauf qu'on va vous les poser. Pour pouvoir comprendre qui vous êtes, on va vous demander c'est quoi vos 3 qualités principales. Donc, autant être prêt. Donc, c'est pas de la vanité, ça permet aux gens de mieux vous connaître. Alors, je vois que ça répond déjà. J'ai mis des exemples: persévérance, talent de négociation, écoute, savoir trancher, connaissance des dossiers, gestion des relations, gestion du stress. Donc, j'ai préparé ces questions-là pour pouvoir voir un petit peu c'est quoi. J'ai vu ma spontanéité, superbe, ma préparation. Alors, ça rentre. On est rendu à 37% de participation. On veut faire monter ça plus que les élections municipales. Allez-y. On est rendu à 45% de participation. Et donc, on voit que l'écoute est dans le top. Ensuite, la connaissance des dossiers et la persévérance. C'est merveilleux de reconnaître de se reconnaître ces qualités-là. Parfait. Vous pourriez demander, si jamais vous voulez les valider, donc je vais demander à Jennifer d'enlever le partage de résultats. Merci beaucoup. Partager les résultats, oui, peux-tu partager les résultats, Jennifer? Je parlais des résultats, mais vous ne les aviez pas vus encore. Donc, par rapport à ces qualités-là, donc on veut les avoir au service de notre communauté. Vous pourriez demander aussi à 10 personnes que vous connaissez autour de vous pour valider que c'est ça, qu'ils vous les accordent. Donc, il y a ce que je pense qui sont mes qualités, mais ce que les autres m'accordent. À cet égard, il y a le groupe Femmes, Politique et Démocratie nous propose de participer à un questionnaire génial qui nous permet de nous évaluer justement au niveau de la maîtrise des dossiers, au niveau des relations, au niveau de la gestion du stress, la gestion de soi, mais également des compétences particulières politiques, de nous positionner, et puis ils nous donnent un petit mot-clé. Moi, ils m'ont dit que j'étais inspirante. Donc, remplissez ce questionnaire. Ça pourra vous donner aussi un autre éclairage par rapport à l'engagement politique. Donc, c'est très intéressant comme outil. On parle d'impliquer d'autres femmes. Tout à l'heure, j'ai entendu contaminer. Alors, comment on fait pour contaminer d'autres femmes, étant donné qu'on est à 35,5% d'élus féminines au niveau municipal? Donc, on a vu que comme obstacle, il y a la connaissance du fonctionnement municipal qui pose parfois question. Il y a des organismes, je connais dans la région d'Outaouais, Agir en Outaouais, qui donnent des formations à cet égard. Il y a Pépine, donc il y a plein d'organismes qui mettent au point des vidéos, des guides, des partages, des webinaires, des services d'accompagnement pour réduire ces obstacles.
Puis vous pouvez toujours regarder l'enregistrement de la séance de conseil municipal ou de conseil de votre MRC. C'est très intéressant de regarder comment ça se passe pour s'informer. Ça prend un peu de temps. Deuxième défi des femmes, il y a une question qui a été posée à cet égard, c'est au niveau de la gestion du temps et des priorités. C'est un beau défi quand on a une famille, une profession, puis on ajoute à ça la vie politique. Alors, Espace Muni offre un service d'accompagnement pour les conseils municipaux, justement pour prêter attention à cet équilibre de vie, si vous voulez, entre les trois sphères. Puis, si on ajoute à ça une vie de loisirs, ce qu'il faut aussi avoir comme audace ou comme leadership, c'est que s'il y a des moments de rencontre qui ne nous conviennent pas de façon systématique, il y a des rencontres qui sont immuables, mais il y a des rencontres qu'on peut bouger aussi, des moments de rencontre qu'on peut bouger. Donc, parce que si ça devient à chaque rencontre une mission impossible de s'organiser, c'est pas plaisant non plus. Troisième obstacle, c'est l'intimidation que peuvent vivre les élus. Donc le projet de loi 57 qui vise à protéger les élus municipaux et à favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions il est mis en application depuis juin 2024, depuis plus qu'une année. Mais avant déjà, il y avait des balises. Entre élus, par exemple, la Commission municipale du Québec, elle a dans son onglet éthique et déontologie, quand il y avait des comportements outrageux, quand il y avait des comportements de non-respect, de manque de courtoisie et de sexisme, il y avait des sanctions. La chose c'est qu'il faut porter plainte quand il y a des abus. Si on ne le dit pas, on permet peut-être que ça se poursuive. Alors, pour impliquer d'autres femmes, une fois qu'on a vu les trois obstacles principaux, je pourrais me demander qui verriez-vous comme mairesse ou comme conseillère? Une infirmière à la retraite s'impliquait dans un organisme sans but lucratif, puis elle fut sollicitée pour se faire élire pour les élections de 2021 et à sa grande surprise, elle fut élue. Et là, elle s'est dit « Oups !» Elle a vécu un sentiment d'imposture, comme on en a parlé tout à l'heure, mais grâce au support de pairs qui étaient récemment élus, elle aussi qui était jeune dans la fonction, dans le rôle, elle est devenue plus à l'aise, puis elle a même osé proposer un changement pour sa communauté. Et cette personne-là est devenue très fière parce que son engagement a pris du sens. Donc à un moment donné, quand on se décourage, c'est quand ça fait plus de sens. Qu'est-ce qui ferait du sens pour que j'ai encore le goût de m'impliquer? Comment je lui dis, pourquoi pas toi? Qu'est-ce que tu as à perdre? Qu'est-ce que tu as à gagner? Et aussi, comment je lui offre mon support? Est-ce que tous les vendredis matins, on va prendre un petit déjeuner ensemble pour la supporter? Donc, comment je vous dirais, c'est donner notre disponibilité à quelqu'un qui ose faire le saut, c'est très précieux, puis ça aide à rester dans la fonction. Alors, on a des comités à la FQM, il y a des programmes d'accompagnement dans différents organismes. À la FQM, on a déjà eu un club des sages ou des ex-élus qui ont eu une courte formation pour accompagner des élus récentes. Et je pense que les personnes qui ont été accompagnées, elles sont restées. Alors, la question que je vais demander à Jennifer d'afficher, c'est quelles ressources, la question numéro 2, quelles ressources ai-je mobilisées pour ma campagne? Alors, vous voyez conjoint, conjointe, parents, amis, garderie, collègues de travail, mentor. Donc, vous avez le droit à toutes ces réponses. L'employeur, un comité de la FQM ou peut-être d'autres. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des... Comment ça se passe? Qui nous aide? Alors, on est passé au-dessus du taux de réponse des élections municipales. On est rendu à 44% de taux de réponse. Je vais demander, on a plus que la moitié des participants qui ont répondu, et je vais demander à Jennifer d'arrêter le sondage pour partager les résultats. Donc, on voit que le conjoint ou la conjointe aide pour 67% des cas, les parents, un peu moins de la moitié,
des amis. Alors, le support des amis, c'est génial. La garderie, il n'y a pas de garderie qui entre en jeu. Les collègues de travail, mentors, employeurs et d'autres solutions. Alors, merci d'avoir joué le jeu. Je vais demander, Jennifer, tu peux effacer les réponses au sondage. On est rendu à mobiliser une équipe. Donc, seul, on va vite. Ensemble, on va plus loin. La façon dont vous menez votre campagne électorale avec votre équipe de support est une preuve qu'une fois élu, vous allez être en mesure de travailler en équipe aussi. OK? Donc, on vous regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour avoir une équipe de campagne? Ben, on collabore avec qui? C'est qui est complémentaire à moi? Alors, c'est par exemple, si moi je suis très relationnelle, je pourrais aller chercher quelqu'un qui est très structurant. S'entourer de personnes qu'on connaît bien aussi, suite à mes expériences, de mes implications antérieures. Bien choisir son agent officiel, qui va m'accompagner pour faire le porte-à-porte. On n'est pas tout seul pour faire le porte-à-porte. Qui va prendre connaissance des réseaux sur des messages sur les réseaux sociaux à ma place ou pour m'aider. Et la taille idéale d'une équipe, moi je fais des recherches sur les équipes, la taille idéale d'une équipe, c'est 8 personnes. Parce qu'à ce niveau-là, tout le monde se connaît, on a comme un sentiment de sécurité psychologique. Trop grand, ça marche pas, et trop petit, ça marche pas non plus. Donc, je vais vous inviter à réfléchir, ce serait qui va faire partie de votre équipe de campagne, c'est quoi leur force, et très important, c'est de se donner les conditions gagnantes. C'est quoi nos conditions gagnantes en tant qu'équipe pour que ça fonctionne bien? C'est stressant, c'est 6 semaines et demie. OK? 6 semaines et demie d'intensité, cette campagne électorale. On se parle ou on communique jusqu'à quelle heure le soir? Quel canal de communication on utilise? Des textos, le téléphone, on se voit en présentiel. Et peu importe les circonstances, on se parle avec respect parce qu'il va y avoir des tensions. On parle aussi avec respect aux équipes en compétition. Ces conditions gagnantes, c'est important de les fixer aussi une fois qu'on est élu. Votre organisation d'équipe, c'est organique des élections. On ne sait pas à l'avance ce que les autres vont sortir. Donc, je vous recommande d'avoir un mode agile, à savoir une rencontre principale par semaine, puis tous les matins, une rencontre de 15 minutes pour toute l'équipe, puis peut-être d'autres rencontres après, mais 15 minutes chaque jour pour dire qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je m'apprête à faire et qu'est-ce qui me bloque, pour rester ancré sur le terrain et en ligne avec la stratégie aussi. Donc, je vais pas poser Jennifer, je laisse la question suivante parce que je vois que le temps avance. Dernier point, avant d'arriver au message, c'est les besoins de ma communauté. Très important de comprendre les besoins des gens, comprendre les chiffres. Alors parfois, on reproche aux femmes de ne pas assez s'intéresser aux chiffres. Mesdames, je vous invite à savoir lire un bilan, puis à oser poser des questions. Avec ce qui se passe dans d'autres sphères politiques, on comprend qu'il faut savoir poser des questions. Donc, il y a des formations qui sont données pour comprendre les chiffres. Intéressez-vous aux chiffres aussi. Comprendre le contexte historique, les défis, la MRC, comment ça fonctionne. J'ai déjà eu des mères suppléantes, des femmes qui étaient mères suppléantes, qui allaient à la MRC, qui étaient toutes paniquées parce qu'elles ne savaient pas quoi faire, comment faire. Alors, intéressez-vous, observez ce qui se passe pour pouvoir savoir dans quoi vous mettez les pieds. Les citoyens, en fait, on l'a entendu tout à l'heure, ils vont vous parler de la vitesse de circulation dans leur quartier. Ils vont vous parler des déchets, la gestion des déchets. Souvent, la gestion des déchets est organisée par la MRC, au niveau de la MRC, mais c'est la municipalité qui reçoit les plaintes souvent. Donc, il y a parfois, oui, on a vu tantôt un peu de formation à faire pour qui s'occupe de quoi. Mais c'est important de comprendre, et quand vous allez faire votre porte-à-porte, vous allez pouvoir détecter c'est quoi les 3 besoins principaux de ma communauté. Peut-être que vous avez déjà une idée de c'est quoi les 3 besoins principaux, mais en allant sur le terrain, en faisant le porte-à-porte, vous allez pouvoir valider si c'est vraiment ça. Et très important, votre vision d'ici 4 ans pour ces 3 enjeux principaux, vous voulez être rendu où? Parce que pour pouvoir diriger un bateau, il faut pouvoir savoir où c'est qu'on s'en va.
on arrive au bout de mon avant-dernière diapositive, c'est d'en arriver à avoir un message, un slogan de campagne. Donc, mon slogan de campagne, il faut que ce soit un vecteur positif. La communication est orientée, c'est comme une flèche, puis elle va vers du positif ou vers du négatif. Vers du négatif, ce serait réduire le déficit. Notre cerveau humain n'aime pas aller vers la réduction du négatif. Il aime ça, avoir amélioré ou avoir une saine gestion financière de notre communauté. Ça, j'ai envie d'y aller. Réduire le déficit, c'est un peu moins sexy. Donc, il faut que ce soit formulé positivement, orienté vers le futur, concret et inspirant. Alors, quand je regarde dans le concret, des slogans de parti, et puis après la présentation de la personne, je vois des slogans de parti comme agir ensemble. Donc, quand je regarde Lynn Légaré, ça fait plus qu'1 an qu'elle se prépare. Elle est candidate à la mairie de Saint-Adolphe-d'Howard. Et quand on regarde de quoi elle parle, de la communication, de travailler pour la communauté. On voit, par exemple, Ensemble Montréal qui dit écouter et agir. Donc, on entend souvent le mot agir, il revient souvent. Donc, on a le sentiment que les citoyens veulent des élus qui réalisent des choses, que ce soit orienté action. Et quand on voit au niveau individuel, les femmes se présentent en utilisant un peu leur historique, leur expérience personnelle. Donc, par exemple, mettre en place une gouvernance moderne, fondée sur un leadership partagé et rassembleur, enraciné dans la réalité de chaque quartier. Donc, on met notre expérience au service du vécu du quartier. Donc, on arrime tout ça. Si vous voulez plus d'informations sur l'organisation et la planification de votre campagne, on a accès à la vidéo de M. Luc Samama, où vous pouvez le contacter donc pour vraiment avoir votre stratégie de campagne. J'arrive à ma dernière diapositive et j'espère que je suis dans les temps. Donc, en conclusion, donc on a quelques points de repère pour vous inciter à passer à l'action ou renouveler votre engagement ou, si vous ne vous représentez pas, d'accompagner la relève féminine. Le 2 novembre, une nouvelle vie municipale commence. Et n'oubliez pas le petit document qu'on met dans le clavardage, s'il vous plaît, avec le recto verso, qui est pratico-pratique. Mesdames, j'ai relevé le défi avec 3 minutes de moins. Vous avez très bien relevé le défi, Madame Marquis. C'était vraiment passionnant. J'ai pris des notes de mon côté et oh, mon Dieu, ça me donne presque envie de commencer à réfléchir à ce genre d'implication citoyenne et politique. Merci infiniment à vous. C'était vraiment intéressant et j'invite tout le monde à se procurer, à aller voir tous les outils que vous avez suggérés au passage, y compris, bien sûr, ceux que la Fédération a développés pour vous. Alors, Marilyn Nadeau, présidente, je le rappelle, du Comité Femmes et politique municipale, mairesse, préfète, vous avez le mot de la fin. Je vous invite à le faire. Voilà. J'ai une petite chance. Mais merci à vous tous et toutes d'avoir participé à cette première rencontre, en fait, une de deux. Donc, pour la semaine prochaine, là, on vous attend aussi le 10 septembre prochain. J'espère que ça vous a inspiré, puis ça vous a donné assez d'informations pour pouvoir vous engager. Donc, merci aussi aux membres du Comité Femmes et politique de la FQM et à toutes les personnes impliquées dans ce web. Je sais que ça en fait beaucoup pour l'organisation. Merci à Maryse Drolet et un gros merci à vous, Madame Guenette, de nous avoir si bien fait aller dans ces conversations-là. On était curieuse de savoir vos C'est vos moi qui questions vous remercie d'avoir l'occasion de vous entendre toutes. Je trouve ça vraiment très, très inspirant. On a des beaux parcours, vraiment. Puis merci aussi au secrétariat de la condition féminine ainsi qu'au Mouvement des Jardins qui sont des partenaires de ces rencontres. Et je vous invite justement à participer à la deuxième partie de notre colloque web jeudi prochain avec un grand entretien avec la journaliste et chroniqueuse Yasmine Abdel Fadel. Et aussi, mettez à vos agendas futurs élus. En fait, le 5 et 6 février prochain, il va y avoir un colloque en présence au manoir de l'Âge. Donc, on vous y attend en grand nombre. Mettez ça dans vos agendas tout de suite. Je suis sûre qu'on va avoir la chance de travailler ensemble, mesdames, et l'ensemble des autres candidats. Donc, au plaisir. Merci à la FQM d'être toujours là à répondre à nos besoins.